Je m'appelle Clarissa, j'ai 33 ans. L'année dernière, pour la Saint-Martin, mes parents ont déposé 3 sacs cadeaux étincelants devant les 3 enfants de ma sœur, déclarant haut et fort. C'est une récompense pour les petits-enfants, qui font la fierté de leurs grands-parents. Devant mes 2 enfants, Lily, 8 ans, et Samu, 5 ans, il n'y avait que du vide. Samu a levé les yeux, tirant sur ma manche, confus. Lily, elle a simplement caché sous la table le dessin. Doigt qu'elle avait fait pour sa grand-mère. Mon neveu de 14 ans a jeté un coup d'œil à mes enfants et a ricané, j'imagine qu'ils n'en sont pas dignes. Personne ne l'a repris. Mes parents ont continué à mâcher leur oie rôti. Je n'ai pas crié. Avec la discipline apprise durant mes années au sein des forces de défense, je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise, j'ai mis les manteaux à mes enfants et je suis sorti directement par la porte. En rentrant chez moi, j'ai envoyé exactement un message sur le groupe familial. Quelques secondes plus tard, mon téléphone explosait. Ma mère, mon père, puis ma sœur appelaient sans cesse. Mais il y a une chose qu'aucun d'eux ne sait. Ce que je vais faire. Ensuite leur coûtera bien plus qu'un sac cadeau. Bienvenue dans Noble. Revanche, où les gens ordinaires se lèvent, fixent des limites et reprennent leur dignité. Si vous avez déjà été l'étranger dans votre propre famille de sang, cette histoire est pour vous. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. La Suzuki tournait au ralenti dans l'allée, son moteur émettant un grognement, bas et rauque contre la nuit glaciale de Transdanubie. À l'intérieur de l'habitacle, l'air semblait rare, froid. Il a fallu exactement 22 minutes pour aller de la maison de mes parents à notre appartement. 22 minutes d'un silence lourd et suffocant. Je gardais mes mains à 10h10. Mes articulations étaient blanches, couleur d'os contre le cuir usé du volant. Je ne regardais pas dans le rétroviseur. Je ne pouvais pas encore. Je regardais juste ligne jaune de la route se faire engloutir par l'obscurité. Une petite voix fine s'est élevée du siège arrière. C'était Lily. Maman, je n'ai pas scié. Oui, ma puce. Pourquoi mamie ne nous aime pas? La question était un éclat de verre dans ma gorge. Ma poigne s'est serrée jusqu'à ce que le volant gémisse sous mes paumes. Je n'ai pas pleuré. J'avais oublié comment faire il y a longtemps. Quelque part entre le sable des missions et les nuits sans sommeil de mon ancienne vie. Elle se trompe, Lily, ai-je dit, ma voix plate et dure. Comme un bloc de granit. Vous n'avez rien fait de mal. Toi et Samuette. Exactement comme vous devez être. Souviens-toi de ça. Je me suis garé sur le parking en gravier. Je les ai installés à l'intérieur, je leur ai fait suivre la routine comme si je cochais une liste de contrôle. Pyjamas, dents, lit. J'ai bordé les couvertures serrées autour de leurs épaules. Comme je préparais mon pactage autrefois. Précis, ordonné, sécurisé. Une fois, la porte de leur chambre fermée, le silence de l'appartement m'a envahi. Il était bruyant. C'était ce genre de calme qui fait siffler les oreilles. Je suis allé dans la cuisine et je n'ai pas allumé la lumière. Je n'en avais pas besoin. La lueur bleue pâle et maladive de mon téléphone posé sur la table en bois usé suffisait. Je me suis versé un verre d'eau du robinet, sans glace. Je me suis assise et j'ai regardé l'écran. Il clignotait, pulsait. Cornelia, ma mère. Elle avait envoyé 4 longs paragraphes. J'ai parcouru les mots, mes yeux traquant les mensonges comme si je cherchais une fuite dans une chaîne d'approvisionnement. Elle appelait cela de l'encouragement. Elle disait que les sacs cadeaux étaient une façon de célébrer la réussite académique et de motiver Lily et Samu à faire mieux. De la motivation pour un enfant de 5 ans. J'ai senti un goût amer au fond de ma gorge. J'ai regardé autour de ma petite cuisine exiguë. Il y a 2 ans, j'avais envoyé chaque centime de ma prime de risque. Cet argent supplémentaire gagné en restant dans la chaleur et la poussière pendant que d'autres se tiraient dessus, je l'avais renvoyé au pays. Je l'avais envoyé pour que Cornelia puisse arracher ses vieux placards pourris et installer du marbre blanc et un frigo haut de gamme. J'avais payé pour la table même que je venais d'être forcé de quitter. Et maintenant, mes enfants, n'y avait même pas une place. Je suis passé au message suivant. À la Josse, mon père. Clarissa, pour l'amour de Dieu, demande juste pardon à ta mère. Tu sais comment elle est. Laisse tomber. Pour qu'on ait enfin un peu de paix. La paix. Sa version de la paix était une mort lente. C'était un homme qui aurait regardé ses propres petits-enfants saigner si cela signifiait ne pas avoir à entendre sa femme élever la voix pendant le dîner. C'était un lâche qui troquait la dignité de sa fille pour une soirée tranquille devant la télé. Puis est venue Béatrix, ma sœur. Il faut toujours que tout tourne autour de toi, n'est-ce pas? Tu as gâché toute l'ambiance. Les enfants étaient heureux jusqu'à ce que tu fasses ta petite crise. Je n'ai pas répondu. Je ne leur ai pas donné la satisfaction de ma colère. À la place, j'ai tapoté l'écran d'un doigt ferme. Bouton d'extinction. Volume bas. Capture d'écran. 1, 2, 14 fois. J'ai sauvegardé chaque mot, chaque mensonge,
chaque morceau de saleté psychologique qu'il m'avait lancé. Je les ai déplacés dans un dossier. Je l'ai nommé « Preuve ». J'ai mis le téléphone en mode ne pas déranger. La lumière bleue s'est éteinte. La cuisine a sombré dans le noir. Je suis resté là longtemps, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur. J'en avais fini d'être le distributeur automatique. J'en avais fini d'être le plan B. Il pensait me donner une leçon. Il n'avait pas réalisé que c'était moi qui prenais des notes. Les semaines ont rampé. Je suis resté à l'écart. Je travaillais devant les fours à 4 heures du matin. Mon dos me faisait mal, mes mains sentaient la levure et le sel. J'ignorais les appels manqués. Je ne mordais pas à l'hameçon. Puis la première semaine de décembre est arrivée. Une enveloppe lourde, couleur crème, a atterri dans ma boîte aux lettres. Pas d'expéditeur, mais je connaissais l'écriture. C'était l'écriture cursive parfaite et exercée de Cornelia. Je l'ai ouverte debout près du comptoir. Une carte cadeau Spar de 8000 forains en est tombée. J'ai regardé la carte. Une couronne et du OY étaient dessinés. À l'intérieur, de cette même écriture soignée, il était écrit « Pour Lily et Samu ». Mon nom n'y figurait pas. Pas une mention. Pas même un « Salut Clarissa ». C'était comme si j'avais été effacé de l'encre. Je n'étais plus une fille. Je n'étais même plus une personne. J'étais juste la gardienne des petits-enfants avec lesquels il voulait jouer comme avec des poupées. J'ai regardé la carte, puis l'espace vide où mon nom aurait dû être. Je n'ai pas ressenti la piqûre que j'attendais. J'ai ressenti autre chose. Une clarté froide et tranchante. La lignée était rompue. Le pont était en cendres. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que j'avais enregistré des semaines plus tôt. Cabinet de maître Elvira Sabot, a dit une voix. C'est Clarissa, ai-je dit fermement. Les dossiers sont prêts. Il est temps de commencer. La cuisine était une glacière à 4 heures du matin. Je ne m'embêtais pas avec le chauffage. J'aimais cet air vif et piquant. Il semblait honnête. J'ai allumé le néon au plafond qui a pris vie en vacillant, jetant des ombres longues, et découpé sur la table de préparation en inox. J'ai sorti un sac de farine, de 25 kilos du garde-manger. Mon bas du dos a lancé une douleur vive. Ce genre de douleur sourde qui s'installe dans vos os quand vous avez passé trop d'années à porter un poids qui ne vous était pas destiné. Je l'ai ignoré. J'ai pesé exactement 300 grammes. La balance digitale n'avait aucune raison de me mentir. Les gens, en revanche, le faisaient par sport. Le pétrin industriel était une bête. Il gémissait tandis que les crochets en acier déchiraient le beurre froid et le sucre. Un martèlement bas et rythmique qui résonnait contre les murs en linoléum. Je me tenais là, bras croisés, regardant la pâle tourner, 73 tartes, pommes caramel salées. L'odeur du sucre brûlé et de la cannelle a commencé à remplir la pièce, assez épaisse pour tapisser le fond de ma gorge. C'était une bonne odeur. Une odeur de travail. L'odeur de rester à flot. Chaque tarte était une brique dans le mur que je construisais pour protéger mes enfants de la rue. Je bougeais avec une rapidité de pratique nerveuse. Je ne pensais pas à la voix de ma mère. Je ne pensais pas au silence de mon père. Je surveillais juste le minuteur. L'épuisement physique était la seule chose qui empêchait le bruit dans ma tête de devenir trop fort. Janvier a frappé la ville comme une couverture grise et humide. La cohue des fêtes était retombée, mais mes commandes ne s'étaient pas seulement ralenties, elles s'étaient évaporées. Un mardi matin, j'étais au magasin local, fixant le prix du lait, quand j'ai vu Madame Gabor de la paroisse locale. D'ordinaire, c'était le genre de femme qui vous coinçait pendant 20 minutes juste pour vous demander votre recette de pâtes. Aujourd'hui, elle m'a vu venir et s'est soudainement passionnée pour l'étiquette nutritionnelle d'une boîte de petits pois. Elle a détourné son chariot et s'est précipitée vers le rayon pharmacie, sans un mot. Ce n'était pas seulement elle. C'était toute la ville. Je sentais le poids des regards à la station-service. J'entendais le silence soudain quand j'entrais dans la quincaillerie. Cornelia avait été active. Je savais comment elle travaillait. Elle passait ses dimanches après-midi assise au dernier rang de l'église, tamponnant ses yeux avec un mouchoir en dentelle, racontant à qui voulait l'entendre que je l'avais coupée des enfants. Elle est si troublée, depuis qu'elle a quitté l'armée, soupirait-elle avec cette fausse pitié du dimanche matin. Nous avons tout essayé, mais certaines filles ne veulent tout simplement pas être sauvées. Assise à ma petite table de cuisine ce soir-là, celle au pied bancal, l'écran de mon ordinateur était une mer de rouge. Les commandes avaient chuté de 44% en un seul mois. Ce n'était pas de la malchance. C'était une exécution. Le loyer de mon atelier arrivait à échéance dans 5 jours. La facture d'électricité trônait sur une pile de courrier. Un avis orange fluo du fournisseur qui ressemblait à un coup de semonce. Cornelia faisait plus que parler. Elle voulait m'affamer.
Elle connaissait mes marges. Elle savait que je payais l'assurance santé de Lily. Et SAMU de ma propre poche. Elle me voulait faucher et désespérée. Elle me voulait rampant vers sa cuisine au comptoir de marbre, mendiant un prêt pour qu'elle puisse me remettre la laisse. Le lendemain après-midi, je déposais une fournée de biscuits chez Piroska, la fleuriste du centre-ville. Elle ne m'a même pas laissé poser les boîtes qu'elle m'a attrapé par le bras pour me tirer dans l'arrière-boutique. L'air y était épais de l'odeur de terre humide et de roses réfrigérées. Piroska ne faisait pas dans la dentelle. Elle a claqué la lourde porte, tourné le verrou et m'a fourré une tablette sous le nez. Ses yeux étaient sombres, vibrants d'une colère qui me faisait frissonner. « Tu as déjà vu ça » a-t-elle demandé d'une voix rauque. J'ai regardé l'écran. C'était une page Instagram. Lige Cogna, cuisine du Bosquet. Il y avait ma sœur, Béatrix. Elle portait un tablier en lin à 40 000 forains, souriant dans une cuisine qui semblait sortir d'un magazine. Elle tenait une tarte. Ma tarte. Ce n'était pas seulement la saveur. C'était mon tressage de pâte spécifique. Mon motif exact de filet de caramel. La légende en dessous a transformé le sang dans mes veines en glace. Je partage. Enfin ma recette familiale secrète. Mamie disait toujours que j'avais le don naturel. Commandé maintenant pour la foire d'hiver. J'ai fait défiler vers le bas. Ma mère avait commenté tout en bas, tellement fière de ma fille. Nous n'investissons notre temps que dans les membres de la famille qui montrent de la gratitude. J'ai fixé le visage suffisant et filtré de Béatrix. Mes mains ne tremblaient pas. Elles ne transpiraient pas. Elles sont simplement devenues immobiles, comme de la pierre. J'ai senti un œuf froid et dur se nouer au centre de ma poitrine. Elle ne fait pas que parler, Clarissa, a chuchoté, Piroska en se rapprochant. Elle les vend au conseil paroissial. Elle utilise ta propre liste de clients de la collecte de fonds. Elle vole la nourriture de la bouche de tes enfants. Je lui ai rendu la tablette. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste pensé aux 44%. J'ai pensé à la facture orange sur ma table et au 22. Tout minute de silence dans la voiture. Clarissa, a dit Piroska en touchant mon épaule. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé les tiges de fleurs, mortes dans la poubelle du coin. J'ai pensé au dossier que j'avais déjà commencé à sauvegarder. Je ne vais rien faire du tout, et je dis, ma voix, peine audible sous le bourdonnement du frigo à fleurs. C'est la loi qui va. Agir. La lumière bleue de l'écran du téléphone brûlait mes yeux dans l'obscurité de ma voiture. J'étais garé, le chauffage soufflant un courant d'air poussiéreux qui ne faisait rien contre l'hiver hongrois. Lige Cogna. C'était le nom que Béatrix avait choisi. Je faisais défiler les photos, mon pouce survolant le verre comme un fil sous tension. Il y avait les tartelettes au beurre brun, les tartes aux pommes au caramel salé. Le tressage de la croûte était exact. Ma signature, un motif que j'avais passé des mois à perfectionner en travaillant en double service dans une boulangerie. Il y avait Béatrix posant dans son tablier, luxueux. Elle s'appuyait contre son plan de travail en marbre à 4 millions de forains, affichant ce sourire parfait et pratiqué. Tout était filtré. Tout était faux. J'ai regardé de près une galette aux poires. Je connaissais cette pâte. Je connaissais la façon spécifique dont les bords étaient pincés. Je partage enfin ma recette familiale secrète. Mamie m'a toujours appris que le secret réside dans la patience. Un nœud amer s'est serré dans mes tripes. Cornelia était là, tout en bas, si fière de ma fille. C'est merveilleux de voir enfin ce talent reconnu. Notre famille n'investit que dans ceux qui apprécient vraiment nos traditions. Les mots étaient des tirs directs. Une annonce publique que j'avais été remplacé, mon travail renommé et mon existence jetée. J'ai senti la douleur familière dans ma mâchoire à force de la serrer. Je n'ai pas hurlé. J'ai juste mémorisé chaque pixel de son vol. Je suis rentré dans l'appartement, me déplaçant dans le noir comme un fantôme. Je ne voulais pas voir le linoléum fissuré ou la pile de factures. Je suis allé directement dans la chambre et je suis tombé à genoux. Le sol était gelé. J'ai passé le bras sous le lit et j'ai sorti la lourde malle en métal. C'était une relique de mon ancienne vie, cabossée et rayée, sentant le fer froid et la terre sèche. J'ai fait sauter les loquets. Clac clac. Le son était net. Définitif. J'ai plongé la main à l'intérieur et j'ai sorti un petit carnet jauni. La couverture était tachée de café et de graisse. J'ai feuilleté les pages. La plupart étaient écrites d'une main serrée datant d'il y a 5 ans. Je me souvenais avoir écrit ces recettes au milieu de la nuit, assis sur une chaise pliante, dans une cabane pleine de courants d'air à l'autre bout du monde. C'est là que j'avais peaufiné ces mesures alors que le vent faisait vibrer le toit de tôle, que le silence extérieur semblait être une menace. Ce n'était pas seulement des recettes. C'étaient mes outils de survie. Et Béatrix les vendait comme si c'était un hobby qu'elle avait trouvé entre 2 cours de yoga. Le lendemain matin, l'air en ville semblait épais et gris. J'étais assise dans
Le cabinet de maître Elvira Sabot, au 4e étage d'un immeuble qui sentait le nettoyant industriel et le vieux papier. Les murs étaient d'un beige, ennuyeux, le seul bruit était le tic-tac d'une horloge qui semblait compter les secondes avant ma prochaine facture. Elvira ne m'a pas offert de café. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle était assise derrière un bureau croulant sous les dossiers et me regardait avec des yeux aussi froids qu'un matin de février. J'aimais ça. Je n'étais pas là pour de la sympathie. J'étais là pour frapper. J'ai posé un dossier noir épais sur son bureau. Le bruit du papier frappant le bois était lourd. À l'intérieur se trouvaient mes carnets originaux, les certificats, datés des cours de pâtisserie que j'avais suivis avec mon propre argent, et les relevés bancaires prouvant chaque forain dépensé en ingrédients et équipements ces 2 dernières années. J'ai sorti de mon sac une liasse de billets. 500 000 forains. Uniquement des coupures de 10 000 et 20 000. 2. L'argent que j'avais économisé en sautant des repas et en portant la même paire de bottes jusqu'à ce que la semelle soit fine comme du papier. J'ai poussé la pile vers elle. Je veux bloquer la demande de Marc pour l'IG Cogna, et je dis, ma voix était monocorde. Et je veux qu'une mise en demeure soit envoyée avant la fin de la journée. Elle utilise ma propriété intellectuelle et prétend que c'est un héritage familial. C'est un mensonge. Elvira n'a pas scellé. Elle a compté l'argent avec l'efficacité d'une machine. Le projet sera prêt pour 15 heures, a-t-elle dit. Elle n'a pas souri. Elle a juste repris « Son still ». Je suis sorti du bureau dans le vent cinglant. Mon téléphone a vibré. Un message de Piroska. C'était un fichier image. Je l'ai ouvert, et, pour la première fois depuis longtemps, mon souffle s'est coupé. C'était une capture d'écran d'une conversation de groupe privé. Le nom en haut. Comité d'organisation. Les membres, Cornelia, Béatrix et Alajos. La date des messages était 14 jours avant la Saint-Martin. Cornelia, assurez-vous qu'il n'y ait pas de sac cadeau pour les enfants de Clarissa. Elle doit sentir le poids de ses choix. Si elle veut être indépendante, qu'elle subvienne elle-même à leurs besoins. C'est comme ça qu'elle apprendra. Béatrix, j'ai acheté les sacs pour les miens. Ce sera parfait. Ça donnera le ton quand j'annoncerai mon entreprise. Elle ne pourra pas dire un mot sans passer pour la sœur jalouse. Alajos. Si c'est ce que tu penses être le mieux, Cornelia. Je veux juste un dîner tranquille. Mon rythme cardiaque ne s'est pas accéléré. Il a ralenti. Il est devenu profond et régulier. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une erreur. C'était une attaque coordonnée. Ils avaient utilisé mes enfants comme accessoires dans leur petite pièce de théâtre. L'arrière-boutique de la fleuriste était une boîte en béton. Piroska se tenait près de la porte du frigo, bras croisés, me regardant avec un mélange de pitié et de peur. Je ne me souciais ni de l'un ni de l'autre. Seulement de la lumière. Le comité d'organisation. Ça sonnait comme une réunion de parents d'élèves. Ou une kermesse paroissiale. Ce n'en était pas une. C'était un registre d'intention de sang-froid. Je regardais les horaires. 10 novembre. 12 novembre. 14 jours avant même que Loi ne sorte du congélateur, ma mère avait déjà décidé de briser la joie de mes enfants. Béatrix était celle qui avait suggéré d'acheter des casques audio coûteux pour ses propres enfants, sachant que Lily et Samu seraient assis juste à côté d'eux avec rien. Elle appelait ça de l'efficacité. J'appelais ça un attentat. Et Alajos, mon père, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo pour ensuite laisser sa femme me pousser dans le trafic. Je veux juste un dîner tranquille. L'air dans la pièce était devenu étouffant. Je regardais le texte numérique, les lettres bleues et blanches sur l'écran. Ma gorge se serrait, une pression aiguë, derrière les côtes. Mais je l'ai réprimé. J'avais passé 3 ans dans certains des endroits les plus durs de la planète. Des endroits où le vent hurlait, et où la poussière ne retombait jamais. J'ai des cicatrices d'éclats sur le mollet qui deviennent violettes quand il pleut. Dans ces endroits, j'ai travaillé avec des gens qui se seraient jetés devant une balle pour moi. Nous n'étions pas du même sang, mais nous partagions un lien forgé dans les ténèbres. Et maintenant, je me trouvais dans une boutique de fleurs en Hongrie, et la femme qui m'avait mis au monde utilisait les larmes de mon fils de 5 ans comme levier pour forcer mon compte bancaire. C'était un tir-ami, le genre qui fait le plus mal parce qu'on ne l'attend jamais de l'intérieur de ses propres lignes. Cornelia avait terminé le fil de discussion par « Elle devra revenir ramper pour demander de l'argent. Avant Noël. » J'ai éteint la tablette. « Merci, Piroska » et je dis. Ma voix sonnait comme celle d'une autre. Quelqu'un de plus vieux, de plus dur. « Clarissa, je suis tellement désolé » a-t-elle chuchoté. « Ne le sois pas » ai-je répondu. Je suis sorti par la porte sans regarder en arrière. En rentrant dans mon appartement, je ne me suis pas changé. Je n'ai pas mangé. Je me suis assis au
Petit bureau dans le coin de mon salon et j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai créé 3 dossiers distincts sur le cloud. Un pour le bureau des marques, un pour l'avocate, un pour moi. J'ai téléchargé les captures d'écran envoyées par Piroska. J'ai téléchargé les photos de mes carnets de pâtisserie originaux. J'ai téléchargé les factures du comptoir de marbre blanc que j'avais payé dans la maison de Cornelia. Puis j'ai allumé l'imprimante. J'ai imprimé les 12 pages de la conversation de groupe. Je n'ai pas regardé les mots alors qu'ils sortaient. Je n'en avais pas besoin. Ils étaient déjà gravés dans mon cerveau. J'ai rassemblé les feuilles chaudes et je les ai agrafées avec l'agrafeuse lourde en métal. Clac. J'ai ouvert mes mails et joint les fichiers cryptés. Destinataire, Maître Elvira Sabot. Objet, preuve supplémentaire pour le dossier Liget. Texte, le piège a été tendu 14 jours avant l'événement. Voici la preuve de l'intention. J'ai cliqué sur envoyer. Pendant les 21 jours suivants, j'ai disparu. À 4 heures du matin, j'étais devant les fours. Je livrais mes tartes. Je récupérais les enfants à l'école. Je ne décrochais pas quand le numéro de mes parents s'affichait. Je ne regardais pas le groupe familial. J'étais un fantôme. J'attendais que le temps s'écoule. Un jeudi après-midi gris, le silence a fini par se briser. J'étais assise à la table de la cuisine quand mon ordinateur a émis un signal sonore. Un mail de l'Office national de la propriété intellectuelle. Je l'ai ouvert. Mes yeux ont sauté le jargon juridique jusqu'à trouver la ligne essentielle. La demande de marque pour l'IG Cogna a été suspendue en raison d'un litige de droit d'auteur en cours et de preuves d'usage antérieures. Je me suis adossé à ma chaise. La maison était calme. Cornelia et Béatrix allaient bientôt découvrir que quand on prépare une leçon pour quelqu'un, on ferait mieux de connaître soi-même la matière. Le filet était dans l'eau. Je n'avais plus qu'à tirer. À 22h30, le silence devient dangereux dans cette ville. C'est là que les secrets commencent à pourrir. Dans la cuisine, je lissais mon papier, cuisson, veillant à ce que chaque coin soit bien ajusté. Puis le tambourinement a commencé. Ce n'était pas un frappement. C'était le son de quelqu'un essayant de briser du bois à main nue. J'ai allumé la lumière du perron. Cornelia était là. Ses cheveux, d'ordinaire laqués en un casque rigide, commençaient à s'effondrer. Son visage était d'un rouge marbré, colérique, et même à travers le bois épais, je sentais cette odeur aigre de vin en carton qu'elle cachait, derrière la lessive. Je n'ai pas ouvert la porte principale. J'ai juste laissé la grille fermée entre nous. Retire ça, Clarissa, a-t-elle sifflé. Appelle ton avocate tout de suite et dis-lui que c'était une erreur. On a l'air de quoi devant toute la ville? Les gens à l'église posent des questions. Tu humilies cette famille pour quelques maudits gâteaux. Je n'ai pas bronché. C'est toi qui as choisi les sacs cadeaux, Cornelia, et je dis doucement. C'est toi qui as laissé 2 places vides à ta table. Ce n'est pas une question de gâteau. C'est le fait que tu aies pensé pouvoir m'affamer. C'est juste la facture qui arrive à échéance. Elle a titubé, ses yeux étaient hagards. Elle a essayé de changer de registre, sa bouche tremblait, elle voulait sortir le numéro de la mère désespérée. Je ne lui en ai pas donné l'occasion. J'ai claqué la lourde porte en chaîne. Le clic du verrou a été la seule réponse qu'elle a obtenue. 15 minutes plus tard, le téléphone fixe sur le mur a commencé à hurler. Je n'ai pas décroché. Puis il a recommencé. À la 3e tentative, j'ai décroché. Je n'ai rien dit. Clarissa. S'est élevée la voix de mon père. Il semblait fatigué, usé. Ta mère est dans le salon et pleure toutes les larmes de son corps. J'ai la tête. Laissez tomber cette histoire de pâtisserie, donne-lui les recettes. Laisse-le. Non à Béatrix. Je veux juste un peu de calme dans cette maison. Tu veux que je passe le reste de ma vie à écouter ça? Je me suis appuyé contre le mur. Un souvenir m'est revenu, net et froid. J'avais 18 ans, mon sac à dos sur l'épaule. Sur le perron, prêt à monter dans le bus pour l'autre bout du monde. Je terrifiais. Mon père se tenait à la porte et m'avait murmuré, « Ne rends pas ta mère triste pendant que tu n'es pas là, Clarissa. » Je ne veux pas l'entendre. Même quand je partais vers l'inconnu, son seul souci était le volume sonore dans son salon. À la Josse, et je dis, ma voix tranchante. Béatrix est une voleuse. Elle n'a pas seulement pris une recette. Elle veut retirer la nourriture de la bouche de Samu et Lily, et toi tu m'appelles parce que ta femme fait trop de bruit. Pose-toi une question, papa. Demande-toi pourquoi tu es resté là. Regarder tes petits-enfants se faire traiter comme s'ils n'existaient pas. Demande-toi pourquoi tu l'as laissé leur marcher dessus juste pour pouvoir finir ton dîner tranquille. Je veux juste que les choses redeviennent normales, a-t-il bafouillé. Il n'y a plus de normal, et je dis. Il n'y a que ce qui arrive maintenant. J'ai raccroché. D'un coup sec, j'ai arraché le fil de la prise murale. La maison est devenue silencieuse. Vraiment silencieuse. J'ai vérifié les enfants. Ils dormaient.
Samu avait son petit poing serré. Lily avait ses cheveux étalés sur l'oreiller. Ils étaient en sécurité. Demain matin, marché des producteurs. Demain, Béatrix serait à son stand luxueux avec son faux sourire et mon travail volé. Il était temps de se mettre au travail. Les poteaux de la tente se sont entrechoqués dans la brume matinale sur le parking vide du marché de Wachida. Il était 5h45. L'air sentait l'asphalte, humide et le café grillé. Mes mains, cailleuses après des mois à pétrir et frotter, étaient raides de froid. Je ne m'en souciais pas. La douleur physique me gardait alerte. Je travaillais avec un rythme stable et silencieux. Le stand 14 était le mien. Pendant 6 mois, j'avais mangé de la soupe en sachet et porté la même chemise en flanelle usée juste pour payer le loyer de ces 12 mètres carrés d'asphalte et le four industriel de mon atelier. Pour d'autres, ce n'était qu'un stand. Pour moi, c'était la colline sur laquelle j'allais me tenir debout. Au centre de ma table, j'ai posé un petit panneau dessiné à la main. C'était le travail de Lily. Des fleurs tordues et les mots. Douceur. Citadine, au feutre violet. J'ai lissé la nappe blanche. Pas un pli, pas une erreur. J'ai reculé et j'ai attendu. À 8h00, le calme a disparu. Un SUV blanc étincelant est apparu, se garant à moitié sur le trottoir, comme si les règles ne s'appliquaient pas à lui. Béatrix en est sortie. Elle portait un manteau de créateur et des bottes qui n'avaient jamais connu le vrai travail. Son mari, Cornel, traînait derrière elle, le visage rouge sous l'effort de porter les lourds bacs en plastique. Ils se sont installés à 15 mètres de moi. Je regardais Béatrix l'instruire comme un metteur en scène. En 20 minutes, une immense banderole a été déployée, Lige, Cogna, en lettres d'or. Cette étape, à l'œil, c'était cher. C'était un mensonge. Puis mes parents sont arrivés. Cornelia et Alajos. Ma mère n'a pas jeté un regard vers moi. Elle s'est dirigée droit vers le stand de Béatrix, ajustant la présentation des tartes avec un sourire maternel fier. Mes tartes, Alajo la suivait, distribuant des prospectus aux passants, riant et serrant des mains. Il jouait le rôle de la famille parfaite et solidaire. Il se déplaçait dans la foule comme si j'étais invisible, comme si je n'étais qu'une étrangère au stand 14 qui n'avait rien à faire là. L'ostracisme était un poids froid dans mon estomac. Mais je ne l'ai pas montré. Je ne bougeais pas. Je ne criais pas. Je restais derrière mon comptoir et vendais mon pain, et mes tartes aux quelques habitués qui osaient encore me regarder dans les yeux. J'entendais les murmures. Quel dommage, disaient les dames de la paroisse, en regardant le stand brillant de Béatrix, puis mon étal simple et silencieux. À 11h00, le marché était à son apogée. Béatrix, enhardie par la longue file, devant son stand, a décidé qu'il était temps pour un tour d'honneur. Elle s'est approchée de moi, bras croisés, avec un regard condescendant. Elle s'est arrêtée, devant ma table et a regardé le dessin de Lily avec un dégoût pur. Elle s'est penchée, sa voix était un chuchotement aigu. Retire la plainte, Clarissa. Cornel a déjà mis ses avocats en état d'alerte. Tu as juste l'air désespéré. Personne ne veut t'acheter à une sœur aigrie et jalouse. Pars avant de te ridiculiser davantage. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas scié. Je sentais les regards des clients autour de nous. Ils attendaient l'explosion. Ils attendaient que je hurle, que je pleure, que je confirme l'image que Cornelia peignait de moi depuis des mois. Je ne leur ai pas donné ce plaisir. J'ai bougé lentement. J'ai pris mon vieux sac à dos sous la table. J'en ai sorti le dossier noir. Il était lourd, rempli de 12 pages de preuves en couleur et de mon carnet original. Taché de graisse. Je l'ai posé sur la table en bois. Bam. Le son était lourd. La file d'attente s'est tue. Le sourire suffisant de Béatrix n'a pas disparu, mais ses yeux ont flashé vers le dossier. Elle ne savait pas encore ce qu'il y avait dedans. Elle pensait que c'était une dispute sur les sentiments. Elle ne comprenait pas que j'avais apporté les factures. J'ai gardé ma main sur le dossier. J'ai regardé Béatrix droit dans les yeux et un sourire froid est apparu sur mon visage. Tu veux parler d'avocat, Béatrix ? Ai-je demandé, ma voix tranchant le bruit comme une lame. Alors parlons de la loi. J'ai ouvert la couverture. Le visage de Béatrix n'a pas seulement pâli. Il est devenu gris. La scène était prête. Les spectateurs regardaient. Tu veux parler d'avocat, Béatrix ? Commençons par ça. J'ai tourné la première page. Je n'ai pas été tendre. Le papier a claqué. J'ai frappé ma main sur un document sous pochette plastique. C'était mon enregistrement d'entreprise, pour Douceur Citadine. La date était claire, imprimée en gras noir, il y a 23 mois. Regarde la date. Ai-je dit en m'approchant. Je sentais son parfum cher, une odeur florale qui n'avait rien à faire sur un parking poussiéreux. Et regarde le sceau officiel. Ça a été enregistré avant même que tu n'achètes ce comptoir en marbre devant lequel tu aimes tant poser. Je payais
Déjà des impôts et des assurances sur ses recettes quand tu ne savais même pas. Préchauffer un four. Le visage de Béatrix est devenu comme du plâtre humide. Ses yeux cherchaient une sortie dans la foule, mais les clients ne bougeaient pas. Ils n'étaient plus là pour les tartes. Ils étaient là pour l'autopsie. J'ai tourné la page suivante. C'était une feuille de mon vieux carnet jauni, taché de graisse, avec la marque d'une tasse de café. En bas, une signature à l'encre, bleue. C'est la signature du directeur de l'école de pâtisserie, ai-je montré. L'homme qui m'a réellement appris à feuilleter la pâte pendant que je faisais des services de 12 heures à l'entrepôt pour payer mes cours. Date, il y a 3 ans. C'est le certificat pour cette pâte précise que tu vends là, bas à 1500. Forinch Laporte. J'ai sorti une photo couleur du dossier. C'était le post Instagram de Béatrix, d'il y a 2 jours. Elle y était magnifique, tenant un rouleau à pâtisserie, enfariné. J'ai commencé à lire sa légende à haute voix, assez fort pour être entendu au bout de la file. Je partage enfin ma recette familiale secrète. Mamie m'a toujours appris que le secret réside dans la patience. Je me suis arrêté. La mâchoire de Béatrix s'est crispée. Mamie est morte quand on avait 12 ans, Béatrix. Elle n'a jamais eu de pétrin industriel. Elle n'a jamais fait de caramel salé de sa vie. Ce carnet, ce travail, c'est le mien. Et chaque fois que tu as dit aux gens que c'était un héritage familial, tu ne leur as pas seulement menti. Tu m'as volé. Tu as pris ma sueur pour en faire la tienne. Clarissa, arrête ça. S'est élevée la voix derrière Béatrix. Cornelia s'est frayé un chemin dans la foule, le visage tordu en un masque d'inquiétude. Pratiquer. Elle a voulu attraper le dossier. Tu donnes en spectacle. A-t-elle sifflé? Pense à ton père. Pense aux voisins. Range ça et rentrons à la maison pour discuter comme des adultes. Tu te comportes comme une enfant pour de la paperasse. Je n'ai pas bougé. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai appuyé mon poids sur le dossier, le clouant à la table. La porte est fermée, Cornelia. Tu as eu 14 jours avant la Saint-Martin pour me parler comme à une adulte. Tu as préféré choisir la leçon. Voici l'examen, et pour l'instant, tout le monde échoue. J'ai vu Cornel, le mari de Béatrix. Il se tenait à l'arrière de leur stand, les mains dans les poches. C'était un dentiste. Il aimait la propreté. Il avait payé les banderoles et les bacs luxueux. Il s'est avancé, fronçant les sourcils en regardant l'enregistrement d'entreprise et les certificats. Il regardait les dates, puis le carnet taché de graisse. Puis sa femme, dont la bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. C'était un homme qui comprenait les contrats. Il reconnaissait un mauvais investissement quand il en voyait un. Cornel n'a pas dit un mot. Il ne l'a pas défendu. Il n'a pas appelé ses avocats. Il a regardé le dossier, puis le stand clinquant qu'il avait financé. Lentement, il a fait 2 grands pas en arrière. Il s'est éloigné vers le bord de l'asphalte et a fixé le sol. Le système de soutien s'était effondré. L'argent avait quitté la pièce. Béatrix restait seule au milieu d'une foule qui commençait à murmurer. Je n'ai pas ressenti la chaleur que j'imaginais. J'ai juste ressenti du froid. De l'efficacité. J'ai tourné la dernière page. Le comité d'organisation. C'était le nom du groupe, n'est-ce pas? Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai commencé à lire. Béatrix, j'ai acheté les casques pour les miens. Ce sera parfait. Ça donnera le ton. Clarissa ne pourra pas dire un mot sans passer pour la jalouse. Je me suis arrêté. Une femme en robe fleurie à côté a porté sa main à sa bouche, horrifiée. Cornelia, assurez-vous qu'il n'y ait pas de sac cadeau pour les enfants de Clarissa. Elle doit sentir le poids de ses choix. C'est comme ça qu'elle apprendra. Un silence pesant a suivi. J'ai regardé à la josse. Il se tenait derrière ma mère, les épaules rentrées. Il ne me regardait pas. Il fixait une fissure dans l'asphalte. Il était dans ce groupe. Il avait vu sa femme planifier la destruction émotionnelle d'un enfant de 5 ans et d'une enfant de 8 ans, et il était resté silencieux pour ne pas avoir mal à la tête. Une leçon. Ai-je murmuré. Tu voulais donner une leçon à Samu et Lily. Tu voulais utiliser leur larme pour voir si tu pouvais me faire ramper. Tu ne te souciais pas des tartes. Tu ne te souciais pas de l'entreprise. Tu voulais juste me voir briser. Elleg. Cornelia a fini par exploser. Le masque de la bonne grand-mère chrétienne volait en éclats. Son visage s'est déformé. Tout ce drame ne serait pas arrivé si tu étais simplement rentré à la maison pour Noël. A-t-elle sifflé? Sa voix était grêle, vibrant d'une énergie désespérée et laide. Si tu n'étais pas si têtu, si tu avais demandé pardon pour avoir gâché la Saint-Martin, on aurait pu redevenir une famille. C'est toi qui fais ça, Clarissa. C'est toi qui traînes nos affaires privées dans la boue. La manœuvre classique, le déni,
La recherche d'un bouc émissaire. Même avec les preuves sous les yeux, elle cherchait à faire de moi la méchante de son histoire. J'ai refermé le dossier. Bam! C'était comme un coup de feu. Tu ne comprends pas, Cornelia. Il n'y a plus de maison où rentrer. Et quant à mes enfants, tu ne les mentionnes plus? Jamais. Tu ne les regardes plus. Tu es officiellement effacé de leur vie. Tu ne les toucheras plus jamais. Avant qu'elle puisse répliquer, le régisseur du marché s'est interposé. Il avait vu le dossier, le stand ligué cogna et il m'a regardé. C'était un gars du coin. Clarissa? A-t-il demandé. Les papiers sont sur la première page, Mickey. Litige de marque et preuve de vol. Ils vendent mes recettes déposées sous un faux nom. Mickey n'a pas eu besoin d'en entendre plus. Il s'est tourné vers Béatrix. On a une politique de tolérance zéro pour ça, Béatrix. Tu as enfreint le règlement du marché. Remballe tout et pars immédiatement. Le visage de Béatrix est devenu d'un blanc cadavérique. Tu ne peux pas, mon mari. Ton mari ne m'intéresse pas, a coupé Mickey. Il a parlé dans sa radio, besoin de 2 gars au stand 12 pour une expulsion. Apportez les chariots. On vide la place. Les 20 minutes suivantes ont été une catastrophe au ralenti. La foule est restée regarder. Ils ont vu Cornel, le mari de Béatrix, partir sans un mot. Ils ont vu Béatrix et Cornelia arracher en hâte l'immense banderole dorée. Alajo restait là comme un fantôme, finissant par les aider à jeter les caisses de tartes volées dans la voiture. Il ne ressemblait plus à la famille parfaite. Il ressemblait à des gens pris la main dans le sac dans une pièce, semblait. Quand le SUV blanc a démarré, un calme étrange s'est installé sur le stand 14. Je me tenais derrière mon étal simple. Le dessin au feutre violet de Lily était toujours là au centre. Les clients se sont remis à avancer, mais pas vers l'espace vide laissé par Béatrix. Ils se sont tournés vers moi. Un par un. Ils n'ont pas demandé de goûter. Ils ont juste acheté. Piroska est venue de son stand de fleurs, les yeux humides. Elle n'a rien dit, elle a juste serré ma main. Sa paume était chaude et solide. La bataille était finie. Mais en regardant la place vide où mes parents s'étaient tenus, je ne me sentais pas victorieuse. Juste comme une femme qui avait enfin posé les bagages de quelqu'un d'autre. Le volant de la Suzuki semblait lourd dans mes mains sur le chemin du retour. Les routes de Transdanubie étaient avalées par un brouillard épais. À l'arrière, Samu et Lily dormaient l'un contre l'autre. Je les regardais dans le rétro. Ils ne savaient rien du dossier noir. Ils savaient juste qu'ils étaient en sécurité. Ils savaient que pour la première fois depuis des semaines, mes épaules n'étaient pas remontées jusqu'aux oreilles. L'adrénaline était partie. À sa place restait un épuisement qui touchait jusqu'à la moelle. Je me suis garé dans la cour. J'ai porté Samu, puis Lily. Je les ai bordés, lissant les oreillers avec cette précision que j'applique à ma patte. Pas un pli. Tout à sa place. Je suis resté dans l'encadrement de la porte 1 minute. Je ne gardais pas seulement leur sommeil. Je gardais la ligne que j'avais tracée dans la poussière. Je suis allé dans la cuisine, sans allumer. Je me suis assise et j'ai écouté le frigo. J'ai pris mon téléphone. Il était face contre terre. 31 notifications. Le groupe familial était un cimetière numérique. J'ai fait défiler lentement. Les messages de Béatrix étaient saccadés. Tu as ruiné ma vie. Cornel dort dans la chambre d'amis. Tu te crois mieux que nous parce que tu es allé jouer aux soldats. Tu nous as trahis, Clarissa. Tu as humilié maman devant toute la ville. Puis Cornelia, la maîtresse de la culpabilité, je suis assise dans le noir et je pleure. Ma tension est au plafond. Comment as-tu pu me faire ça? Après t'avoir reprise dans cette maison, ton cœur est noir. J'espère que tu dormiras bien cette nuit, sachant ce que tu as fait à la santé de ta mère. Tu as toujours été l'enfant à problème. Et enfin à la Josse, Clarissa, je t'en prie, ta mère est inconsolable. Appelle et dis que tu regrettes. Je sais, Béatrix a fait une erreur, mais on doit rester soudés. Fais juste que ça s'arrête. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que la lumière bleue me brûle les yeux. Pendant des années, j'avais couru après un fantôme. Je pensais que si je travaillais plus dur, si je revenais avec un travail stable et une vie propre, ils finiraient par me voir. Je pensais que ma valeur était quelque chose que je devais leur prouver, comme une dette que je ne pouvais jamais rembourser. Je m'étais trompé. Ils ne me détestaient pas parce que j'étais un échec. Ils me détestaient parce que je refusais d'être un bibelot dans leur maison parfaite et fausse. Ils me détestaient parce que j'étais un miroir qui leur montrait exactement ce qu'ils étaient, des voleurs, des lâches et des acteurs. Ils ne voulaient pas d'une fille, mais d'une esclave. Et au moment où je me suis levé, ils ont essayé de me briser les jambes. Mes doigts n'ont pas tremblé quand j'ai tapé dans la barre de texte. Une seule ligne. Pas de point d'exclamation, pas de longue explication.
Juste une finalité, lourde comme la pierre. J'en ai fini d'être un fantôme dans votre maison. Ne me contactez plus, ni moi ni mes enfants. C'est fini. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai quitté le groupe. L'écran a flashé une fois et le comité d'organisation a disparu de ma liste. Béatrix, bloqué, Cornelia, bloqué. Je suis arrivé au numéro d'Alajos. J'ai regardé son nom longtemps. Je me souvenais de lui sur ce perron à mes 18 ans. Il était toujours le même homme, un témoin qui regarderait son propre sang se noyer si les éclaboussures dérangeaient le calme de sa femme. Je ne l'ai pas bloqué. Je voulais que ses appels sonnent dans le vide. Je voulais qu'il entende cette tonalité creuse, encore et encore jusqu'à ce que le silence lui dise ce qu'il savait déjà, que j'étais parti, que la chaise à table resterait vide pour de bon. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la rue. Le brouillard se levait. Le quartier était calme. Pas de sirène, pas de cris. Juste la nuit hongroise, froide et honnête. J'ai ressenti une légèreté étrange dans la poitrine, comme si une fièvre était enfin tombée. Je me suis allongé sur le lit, tout habillé. Je n'ai pas mis de réveil. Pour la première fois de ma vie, je n'avais rien d'autre à attendre que le matin. La maison était immobile, l'air était pur, les racines étaient coupées. Pour la première fois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Le soleil de mai n'avait pas encore la force de celui de l'été. Il était doux, faisant ressortir l'odeur humide du printemps. J'étais dans ma cuisine. La fenêtre était juste assez ouverte pour entendre le quartier s'éveiller. Pas de tambourinement à la porte, pas de téléphone fixe hurlant. Juste le bourdonnement stable du frigo et le son d'une tondeuse au loin. J'ai regardé la table en acajou. Elle était couverte de factures, de relevés bancaires et d'une enveloppe, lourde avec le sceau officiel de l'Office des marques. Je n'avais pas besoin de calculatrice pour connaître les chiffres. Les ventes de douceur citadine avaient grimpé de 200% en 4 mois. Les faux comptes de l'IG Cogna avaient été effacés d'Internet, disparus comme de la fumée. Je tenais le certificat de marque dans mes mains. Mon pouce suivait les lettres en relief de mon propre nom. Ce n'était pas un cadeau. Pas un héritage. C'était le reçu de chaque heure. Passé debout jusqu'à ce que mes chevilles enflent, et de chaque repas sauté. Pour acheter de la farine de qualité. C'était à moi. J'ai posé le papier et je me suis tourné vers la cuisinière. L'air dans l'appartement était épais de l'odeur du romarin et du poulet rôti. C'était temps. Mais le menu était différent. Je l'appelais la Saint-Martin de mai. Je bougeais avec une efficacité silencieuse. Je n'étais pas pressé. J'ai plié les serviettes en lin en carrés exacts, les alignant avec le bord des assiettes. J'ai vérifié le four. Le poulet était doré, la peau craquait. Je l'ai sorti. Le bruit du métal chaud qui se détendait était un petit clic satisfaisant. La sonnette a retenti à 14h pile. Ce n'était pas un tambourinement frénétique. C'était un carillon poli et stable. J'ai ouvert à Piroska et son mari, Dany. Il n'apportait pas d'intention cachée ou de questions lourdes. Piroska tenait un saladier de pommes de terre enveloppé dans de l'alu, son visage rayonnant d'un sourire sincère. Dany avait un pack de bières artisanales, locales sous le bras. Ça sent le rêve ici, Clarissa, a dit Dany. La table est presque prête, ai-je répondu. J'ai pris le saladier de Piroska, sa main a effleuré la mienne, chaude et réelle. On n'a pas parlé de mes parents. On n'a pas mentionné le SUV blanc ou la maison vide et silencieuse de l'autre côté de la ville. On a parlé de la météo et du nouveau four industriel que je convoitais, pour l'atelier. Piroska a ri, d'un rire sonore et honnête qui a rempli les coins, de la pièce où les fantômes se cachaient autrefois. Je suis allé à la table pour la touche finale. J'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti 2 sacs. Ce n'était pas du papier brun ou du plastique bon marché. Il était en papier argenté scintillant sous les lumières de la cuisine, noué, avec d'épais rubans blancs impeccables. Je les ai posés exactement là où Lily et Samu auraient dû être assis en novembre dernier. Ces places avaient été un trou dans le monde, des déclarations de mon échec. Aujourd'hui, elles étaient le centre de la pièce. C'est prêt. Ai-je crié. Samu et Lily sont arrivés en courant, leurs chaussettes glissant sur le parquet. Ils se sont arrêtés devant la table, les yeux écarquillés. Le regard de Samu s'est fixé sur les sacs argentés. Il a levé les yeux vers moi, son visage mêlant confusion et espoir. C'est pour nous, maman ? A-t-il demandé doucement. Mais ce n'est même pas un jour de fête. Je me suis assise et je l'ai serré contre moi. J'ai passé ma main dans ses cheveux, sentant la chaleur de sa tête. J'ai regardé Lily, qui tendait déjà la main vers le ruban argenté. Je ne sentais plus de serrement dans ma poitrine. Je ne ressentais plus le besoin de regarder par-dessus mon épaule. Le cycle était brisé. La chaîne était rompue. Tout ce qu'il y a de bon sur cette table est à toi, Samu, ai-je dit.
Ma voix était stable, une promesse, gravée dans la pierre. Ce sera toujours à vous. Vous n'avez pas à le gagner. Vous n'avez pas à supplier. Il vous suffit d'être là. Il a souri et a déchiré le papier argenté. Le bruit du papier était joyeux. Lily a ri, tenant un nouveau casque audio, le bon modèle, celui pour lequel j'avais économisé pendant 3 semaines. Il ne regardait pas en arrière. Il ne demandait pas après mamie ou tata Béatrix. Ils étaient trop occupés à vivre dans la maison que je leur avais construite. J'ai regardé Piroska et Dani. Ils se servaient déjà, faisant passer la sauce et les petits pains. C'était la famille que j'avais choisie. Ceux qui étaient restés dans le froid avec moi. Ceux avec qui je ne partageais pas mon sang, mais mon poids. J'ai pris ma fourchette et j'ai senti le métal frais dans ma main. J'ai regardé le mur vide où le téléphone pendait autrefois, le fil étant désormais loin. Le silence n'était plus une menace. C'était une victoire. J'ai pris une bouchée de poulet, le romarin et le sel frappant ma langue. Ça avait le goût de la vérité. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé mes enfants jouer avec leurs cadeaux. Le soleil commençait à baisser, jetant une longue lumière dorée sur le sol. Je n'avais besoin de rien d'autre. La facture était payée. La dette était réglée. Mes parents étaient un souvenir. Et j'étais enfin chez moi. J'ai serré le nœud de ma serviette une dernière fois. Carré. Parfait. Terminé.